Tout le monde dans le quartier de Bonamoussadi connaissait Adèle Moifo. Belle, élégante, toujours discrète, elle était l'image même de la femme accomplie. Les voisines l'admiraient, certaines l'enviaient. Elle ne parlait jamais de ses problèmes, ne criait jamais sur ses domestiques, ne s'immisçait dans aucun ragot. Elle passait, avec son foulard en soie et son parfum discret, comme une apparition de calme. Mariée depuis 8 ans à Lionel Kamga, un homme d'affaires influent dans les milieux immobiliers, Adèle vivait dans une villa clôturée, à l'écart des bruits et de la poussière. Elle avait tout, une voiture flambant neuve, une cuisinière à domicile, un dressing digne d'une star. Du moins c'est ce que tout le monde croyait. Mais personne ne savait que derrière ces portes bien peintes, derrière ces murs propres et ce portail motorisé, se trouvait une prison dorée. Adèle n'était pas libre. Elle était contrôlée. Lionel n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Autrefois doux, drôle, généreux, il était devenu, après leur mariage, froid, autoritaire et distant. Il l'appelait rarement par son prénom. Il l'humiliait devant les employés, il lui imposait ses règles, ses horaires, et parfois même son silence. Ce n'était pas physique. Pas encore. C'était pire. Il la détruisait lentement, sans laisser de traces. Et pourtant, Adèle restait. Pourquoi? Par peur, par honte, par espoir. Elle croyait encore qu'il changerait. Elle priait chaque nuit en silence, les larmes coulant sur son oreiller. Elle n'avait jamais osé se confier à sa famille, ni à ses amis, car qui la croirait? À leurs yeux, elle avait la vie parfaite. Mais un détail la rongeait depuis quelques semaines. Lionel rentrait de plus en plus tard. Il sentait parfois un parfum étranger. Il prenait des appels dans le couloir, il souriait à son téléphone. Il y avait une autre femme. Elle le sentait, au fond de ses tripes. Et pourtant, elle n'avait aucune preuve. Jusqu'à ce jour-là. Un jeudi matin, Lionel oublia son portefeuille à la maison. C'était rare. Adèle décida alors de le lui apporter à son bureau, sans prévenir. Elle voulait lui faire une petite surprise. Du moins, c'est ce qu'elle dit à la sécurité en arrivant à l'immeuble. Elle monta au 5e étage, où se trouvait son bureau, et s'apprêtait à frapper. Quand l'ascenseur s'ouvrit derrière elle. Une jeune femme en sortit, bien habillée, un sac de marque au bras, talons hauts, rouge à lèvres impeccable. En croisant son regard, Adèle sentit un frisson lui parcourir le dos. C'était Élodie, son ancienne amie, celle avec qui elle avait fait l'université, celle qui avait disparu il y a 5 ans, en laissant derrière elle un scandale amoureux. On disait qu'elle était partie en France. Mais visiblement, elle était bien là. Et surtout, elle sortait du bureau de Lionel. Les deux femmes se regardèrent, longuement. Élodie lui adressa un sourire vague, presque coupable, puis s'éloigna sans un mot. Adèle, elle, resta figée. Le portefeuille tremblait dans sa main, mais c'était pas le poids du cuir qui l'alourdissait, c'était le poids du choc. Élodie, son amie d'autrefois. Celle avec qui elle partageait des secrets d'adolescente, des rêves de mariage, des soirées de fou rire à l'université. Et surtout, celle qui avait, à l'époque, disparu après une histoire trouble avec un homme marié. Et si cet homme avait toujours été Lionel? Le cœur d'Adèle battait si fort qu'elle crut un instant qu'il allait exploser dans sa poitrine. Les murs semblaient se refermer sur elle. Ce couloir, qui lui avait toujours paru sobre et moderne, lui paraissait soudain sinistre, comme s'il contenait une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre. Mais elle reprit son souffle, frappa à la porte du bureau de Lionel et entra. Il leva à peine les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'un ton agacé. « Tu as oublié ton portefeuille, répondit-elle, d'une voix posée, presque trop calme. Il s'en empara sans un merci, avant de retourner à son écran. « C'est tout ? T'as rien d'autre à faire chez toi ?» Pas un sourire, pas une caresse, pas même un mot gentil. Elle n'était rien d'autre qu'une tâche dans son emploi du temps. Mais Adèle ne répondit pas. Pas cette fois. Elle observa son bureau, scruta les détails, une tasse à café à moitié pleine, 2 verres, du rouge à lèvres sur l'un d'eux, un parfum flottant encore dans l'air. C'était pas le sien. Elle s'en alla sans un mot. En sortant, elle appela une moto. Elle avait besoin de voir quelqu'un. Quelqu'un qui pouvait lui parler du passé. Elle se rendit dans un quartier populaire de Douala, là où vivait Tanti Béa, une ancienne voisine de campus devenue coiffeuse. Béa savait toujours tout sur tout. Si Élodie était de retour, c'est par elle qu'il fallait commencer. « Adèle ?»
Ça alors, s'étonna Béa, en l'apercevant devant sa boutique. Tu ressembles à une femme qui vient d'apprendre qu'elle est cocue. Adèle esquissa un sourire douloureux. Peut-être que je le suis. Béa l'invita à l'intérieur et lui servit une boisson glacée. Je t'écoute, ma sœur. Et Adèle lui raconta tout. La rencontre dans le couloir, le passé commun, le malaise, l'attitude de Lionel, tout. Béa haussa les sourcils. Donc tu ne savais pas que Lionel et Élodie se connaissaient? Non, c'est bizarre. Moi je me souviens très bien d'un moment à l'époque. Élodie sortait avec un gars très discret. Jamais de photos, jamais de nom. Mais elle portait souvent des choses chères. Je pensais que c'était un papa sugar. Et puis un jour, elle a disparu du jour au lendemain. Juste après une rumeur sur un avortement. Adèle sentit un vertige la prendre. Tu veux dire qu'Élodie? Je veux dire que ton mari est peut-être bien le même homme qui a détruit la vie de ton ami, il y a des années. Et si c'est vrai, ma sœur, tu dors avec ton bourreau. Adèle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un frisson lui parcourut le dos. Son esprit revivait chaque détail de sa vie avec Lionel. Les débuts, les changements soudains, son obsession du contrôle. Et s'il l'avait choisi pour couvrir ses erreurs? Et si leur mariage n'était qu'un mensonge de plus dans sa stratégie? Ce soir-là, de retour à la maison, Adèle fit semblant. Elle sourit au cuisinier, elle parla à la domestique, elle monta dans sa chambre et s'allongea. Mais cette fois-ci, elle ne pleura pas. Elle réfléchit. Quelque chose était cassé en elle. Mais au fond de cette brisure, un feu venait de naître. Elle allait découvrir la vérité. Même si cela devait tout détruire. Depuis cette fameuse nuit, Adèle n'était plus tout à fait la même. Elle ne criait pas. Elle ne se rebellait pas. Elle n'avait pas besoin de mots. C'était son silence qui faisait trembler les murs. Lionel, de son côté, ne remarquait rien, comme toujours. Ou faisait semblant. Il continuait sa routine. Sortir tôt, rentrer tard, parfois sans prévenir. Adèle ne posait plus de questions. Elle avait compris que les réponses ne viendraient pas de lui. Alors elle se mit à chercher seule. Chaque jour, pendant qu'il était absent, elle fouillait discrètement. Les tiroirs, les poches, les vieux courriers. Elle fouilla son ordinateur personnel, puis son téléphone une nuit où il dormait profondément après avoir bu 2 verres de whisky. Et c'est là qu'elle trouva les photos. Des selfies, des messages, des vidéos courtes. Élodie dans différentes tenues, parfois dans un hôtel, parfois dans une maison qu'Adèle ne connaissait pas. Une photo de deux, main dans la main. Un message d'elle, « Je t'aime plus que ta femme ne t'aimera jamais ». Le souffle d'Adèle se coupa net. Son cœur se serra si fort qu'elle dut s'asseoir. Elle venait d'entrer dans l'univers secret de son propre mari. Et la douleur de cette trahison n'était rien à côté de ce qu'elle allait découvrir ensuite. Un autre message. Ancien. 2 ans auparavant. J'ai fait ce que tu m'as demandé, mais je ne vais pas bien. J'ai perdu du sang. Et toi, tu dors tranquille avec elle comme si de rien n'était. Tu es un monstre. La main d'Adèle trembla. Elle comprit. Élodie avait avorté pour Lionel, 2 ans auparavant, pendant qu'elle-même priait pour avoir un enfant qui ne venait pas. Elle sentit ses genoux lâcher. Elle pleura cette fois. Pas pour elle, pas pour son mariage, mais pour toutes les illusions qu'elle avait nourries pendant des années. Pour tous les dimanches à l'église, à prier pour un homme qui trahissait tous ceux en quoi elle croyait. Elle referma le téléphone. Et ce soir-là, quand Lionel rentra, elle l'attendait dans la chambre, assise sur le lit, un regard vide, une aura différente. « Tu veux manger ?» lui demanda-t-elle simplement. Il leva les yeux, surpris. « Tu ne dors pas encore ?»« Non. » Il ne répondit pas et se déshabilla. Mais au fond de lui, il sentait une chose étrange, comme une tension nouvelle dans la pièce. Comme si quelque chose en elle était mort, et qu'autre chose venait de naître. Ce n'était pas encore la guerre, mais le silence d'Adèle était devenu du poison lent. Et bientôt, elle allait frapper. Le silence d'Adèle était devenu une arme, une présence froide dans la maison. Elle parlait peu, souriait encore moins. Mais elle observait, elle écoutait, et elle notait tout. Elle ne se jetait pas dans la confrontation, non, elle préparait sa guerre, avec patience et précision. Lionel, lui, avait commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Il rentrait plus tôt, offrait des petits cadeaux, l'appelait plus souvent. Mais c'était trop tard. Il ne savait pas qu'il avait déclenché en elle une transformation irréversible. Un soir, alors qu'elle rangeait la penderie, Adèle tomba sur une clé USB,
bien caché dans une vieille paire de chaussures de Lionel. Curieuse, elle l'inséra discrètement dans son propre ordinateur. Ce qu'elle y trouva dépassa tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Des enregistrements, des vidéos de Lionel en conversation avec d'autres femmes. Pas seulement Élodie, il y en avait au moins 3 autres. Dans l'une d'elles, il riait. « Ma femme croit qu'elle est spéciale, elle croit tout ça. » Dans une autre, il glissait un chèque à une femme plus jeune en disant « Tu sais ce que tu dois faire ?» N'a pas d'attachement. Adèle sentit sa poitrine se serrer. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. C'était un mode de vie, une manipulation constante. Elle passa la nuit à tout sauvegarder, sur plusieurs clés, dans des mails cachés. Elle prenait ses précautions, car elle savait qu'elle n'était plus en sécurité. Le lendemain, elle appela discrètement Élodie. « On doit parler, dit-elle, d'un ton neutre. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Si tu refuses, je rends tout public. Je sais pour vous deux, et je sais ce qu'il t'a fait. Tu veux vraiment que tout le monde sache ?» Silence. Puis un soupir au bout du fil. « Rendez-vous au salon d'Yvette. 15 heures. Sois seule. » Adèle s'y rendit, le cœur serré, mais le regard déterminé. Lorsqu'Élodie entra, ce fut comme un miroir. 2 femmes blessées, 2 femmes qui avaient aimé le même monstre. Elles se regardèrent un long moment sans rien dire. Puis Élodie parla, les yeux embués. « Il m'avait promis qu'il quitterait tout pour moi. Il m'a fait croire que j'étais différente, et quand je suis tombée enceinte, il a changé. J'ai dû tout faire toute seule. J'ai failli mourir ce jour-là, Adèle. » Un silence. Adèle écoutait, la gorge nouée. « Pourquoi tu es revenue ?» demanda-t-elle. « Je ne suis jamais vraiment partie. Il ne m'a jamais vraiment laissé partir. » Elles parlèrent pendant plus d'1 heure. Et ce jour-là, une alliance se forma. Pas une alliance d'amitié, mais de survie. Adèle avait un plan. Elle retourna chez elle et déclencha le premier acte. Elle attendit que Lionel parte à son entraînement hebdomadaire au club de tennis. Puis elle contacta une avocate spécialisée en divorce pour femmes battues et trompées, très connue dans la ville. Elle lui remit toutes les preuves. Et surtout, elle exigea une clause de confidentialité totale. Elle ne voulait pas d'un scandale, elle voulait la justice. Mais ce n'était que le début. Le soir même, elle servit à Lionel son plat préféré, attentive, douce, presque amoureuse. Il la regarda, méfiant. « T'es bizarre ces jours-ci, dit-il. Juste fatigué avec un sourire tendre. » Il mangea, but, et comme d'habitude, alla s'enfermer dans son bureau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Adèle avait glissé une petite caméra discrète dans un angle de la pièce. Et ce soir-là, elle l'enregistra. En plein appel avec une autre femme. Un appel explicite. Un appel de trop. Le lendemain, Adèle fit ses valises, pas en panique, pas dans le désespoir, avec calme, avec classe. Elle laissa une lettre sur le lit. « Lionel, je t'aimais, plus que tu ne méritais, mais l'amour ne justifie pas l'humiliation. Je ne suis ni ta victime, ni ton jouet. Je pars, mais je ne pars pas seule. Je pars avec ta vérité. Et cette fois, tu ne pourras plus jamais me faire du mal, Adèle. » Elle ferma la porte derrière elle sans se retourner. Lorsque Lionel rentra ce soir-là, l'atmosphère de la maison était vide. Pas silencieuse, non? Vide. Il n'y avait plus cette chaleur habituelle, plus l'odeur du repas du soir, plus les petites attentions d'Adèle. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il monta rapidement à l'étage, appelant « Adèle? Adèle? T'es là ?» Rien. Il entra dans la chambre et vit la valise absente, le lit impeccablement fait, et la lettre posée sur l'oreiller. Il la lut, 1 fois, 2 fois, puis la froissa de rage. Il s'effondra dans le fauteuil en cuir, le regard perdu. Il pensait qu'elle ne partirait jamais. Il pensait qu'elle était trop faible pour ça. Il pensait qu'elle se contenterait de pleurer, comme toutes les autres. Mais il s'était trompé. Et ce n'était que le début de sa descente aux enfers. 3 jours plus tard, il reçut un courrier officiel de l'avocate. Elle demandait le divorce pour faute grave, avec toutes les pièces jointes, photos, vidéos, captures d'écran et même les enregistrements audio de ses discussions avec ses maîtresses. Lionel n'en revenait pas. Chaque preuve était comme une balle tirée dans son ego. Pire encore, l'avocate demandait la moitié des biens, la maison et des dommages pour préjudice moral. Et comme Adèle avait aussi glissé quelques preuves de violence psychologique dans le dossier, le juge allait très probablement trancher en sa faveur.
Son image commença à se fissurer en public. Il ne comprenait pas comment tout cela avait pu arriver. Il tenta d'appeler Adèle, mais elle ne répondait pas. Il envoya des messages, des excuses, des promesses. Silence. Il se tourna vers Élodie, mais elle aussi avait coupé tout contact. Là, Lionel commença à paniquer. Il engagea à son tour un avocat, tenta d'intimider celui d'Adèle, mais tout avait été prévu. Elle avait déposé une main courante contre lui pour intimidation, et chaque tentative de sa part devenait une preuve de plus contre lui. Sa réputation dans les affaires fut la prochaine victime. Certains de ses partenaires d'investissement commencèrent à se désengager, ayant eu vent des poursuites. Les médias n'étaient pas encore au courant, mais dans les cercles privés, son nom devenait toxique. Pendant ce temps, Adèle renaissait. Elle s'était installée chez une tante, dans un quartier calme. Elle avait repris ses anciens projets laissés en pause depuis son mariage, une ligne de cosmétiques naturels qu'elle avait toujours rêvé de lancer. Elle rencontrait discrètement des investisseurs, répondait à des interviews anonymes dans des podcasts sur les violences conjugales et racontait son histoire sans jamais citer de nom. Elle était plus forte, plus claire, plus libre. Et surtout, elle n'avait plus peur. Mais malgré ce renouveau, une partie d'elle n'était pas encore en paix. Il restait une étape. Car Lionel, malgré ses pertes, n'avait pas abandonné. Une nuit, alors qu'elle revenait d'un rendez-vous professionnel, elle retrouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main. « Tu penses que tu as gagné ? C'est pas fini. » Elle frissonna. Pas de signature. Mais elle savait, il ne supportait pas de perdre, et il allait tout faire pour la faire tomber. L'enveloppe glissée sous la porte avait tout ravivé. La peur, les souvenirs, l'angoisse de vivre dans l'ombre d'un homme prêt à tout pour garder le contrôle. Pendant quelques secondes, Adèle resta figée, la main tremblante, les yeux fixés sur ce message écrit d'une encre noire et froide. « Tu penses que tu as gagné ? Ce n'est pas fini. » Mais cette fois, elle ne céda pas à la panique. Elle prit une profonde inspiration, rangea soigneusement l'enveloppe dans un sac hermétique et se rendit au commissariat le plus proche. Elle y déposa une nouvelle plainte en ajoutant cette lettre aux autres éléments de harcèlement psychologique. L'agent de police, voyant l'ensemble du dossier, la regarda longuement avant de dire « Madame, vous avez assez pour obtenir une ordonnance de protection. Et même plus. » Ce fut le déclic. 3 jours plus tard, Lionel fut convoqué au poste. Il tenta d'esquiver, prétendant être à l'étranger pour affaires, mais la police le retrouva dans un hôtel discret avec une autre femme. Il fut obligé de comparaître, devant le juge, devant la loi, devant ses actes. Adèle était présente à l'audience. Vêtue simplement, sans maquillage excessif, mais droite, digne, puissante. Quand leurs regards se croisèrent, il tenta un sourire cynique. Elle ne répondit pas. Son silence lui était désormais insupportable. À l'issue de l'audience, l'ordonnance de protection fut prononcée. Lionel avait désormais interdiction formelle de l'approcher à moins de 200 mètres. Toute tentative serait considérée comme une violation grave, passible de prison. Mais Lionel n'en avait pas fini. Un soir, alors qu'Adèle présentait son projet de cosmétique à une conférence de jeunes entrepreneurs, une rumeur éclata soudainement sur les réseaux sociaux. Un blog anonyme accusait Adèle d'avoir monté toute l'histoire pour soutirer de l'argent à Lionel. Des captures d'écran falsifiées circulaient, des montages douteux, des propos qu'elle n'avait jamais tenus. Les commentaires affluaient. Encore une qui joue la victime pour gratter des millions. Elle veut juste détruire un homme par vengeance, c'est tout. Adèle sentit son souffle se couper. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas vrai. Elle appela immédiatement son avocate. Ensemble, elles lancèrent une procédure pour diffamation et demandèrent une enquête sur la provenance de ces attaques en ligne. Les experts en cybersécurité ne mirent pas longtemps à remonter la piste. L'adresse IP de l'auteur du blog correspondait à celle du cabinet secondaire de Lionel. C'était lui, encore lui. Mais cette fois, la justice était avec elle. Et surtout, elle n'était plus seule. Des femmes se manifestèrent. 3, puis 6, puis 9. D'anciennes amantes, collègues, employés, toutes racontant des récits similaires. Manipulation, promesses, silence, menaces. L'une d'elles avait même tenté de se suicider. Les langues se déliaient.
L'effet domino avait commencé. Une journaliste locale, touchée par le courage d'Adèle, décida d'en faire un article. Pas un scandale, une mise en lumière. Titre, Le Phénix, l'histoire d'une femme qui a refusé de se taire. L'article fit le tour des réseaux. Les témoignages se multiplièrent, et Lionel, acculé, commença à perdre bien plus que de l'argent. Il perdit son poste dans l'entreprise familiale. Il perdit ses partenaires d'affaires. Et il perdit ce qu'il croyait inébranlable, sa réputation. Mais malgré tout cela, Adèle ne jubilait pas. Ce n'était pas la vengeance qui l'animait, c'était la libération. Un soir, alors qu'elle se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, regardant les lumières de la ville, elle pensa à toutes ces nuits de larmes, à tous ces jours de silence, à toutes ces années de sacrifice. Et elle murmura « C'est fini ». Mais au fond d'elle, elle savait, il restait une chose à faire. Un dernier affrontement. Car Lionel n'avait jamais accepté la défaite. Et pour qu'Adèle puisse vraiment tourner la page, elle allait devoir lui faire face une dernière fois. La pluie tombait sans relâche sur la ville, comme si le ciel lui-même avait décidé de pleurer les derniers souvenirs d'un amour devenu poison. Adèle était là, dans ce café discret, assise face à la baie vitrée, les mains posées sur une tasse de thé tiède qu'elle n'avait même pas goûtée. Chaque seconde était une tension. Elle l'attendait, pour la dernière fois. Ce rendez-vous, elle l'avait voulu. Non pas pour raviver une douleur, mais pour l'enterrer. Lionel entra, vêtu d'un manteau noir, ses yeux fatigués dissimulant mal l'arrogance qu'il portait toujours au fond de lui. Il la fixa longuement, puis s'installa sans dire un mot. Un silence lourd s'installa, presque insupportable. Puis Adèle parla d'une voix calme, posée, mais ferme. « Tu voulais avoir le dernier mot, Lionel. Le voici, ton moment. » Il sourit faiblement, moqueur. « Et tu crois que c'est en m'affichant que tu as gagné? Tu crois que je vais disparaître ?» Adèle le regarda droit dans les yeux. « Non. Je ne veux pas que tu disparaisses. Je veux que tu regardes. Regarde tout ce que tu as détruit. Pas seulement chez moi, mais chez toutes les autres. » Elle sortit une feuille pliée, posée devant lui. « Ce sont les noms de toutes celles qui ont témoigné, celles que tu as brisées. Et moi, je suis la dernière à t'affronter. Je veux que tu saches que tu ne contrôles plus rien. Tu n'as plus aucun pouvoir. » Lionel, pour la première fois, sembla perdre pied. Son regard trembla. Il tenta de rire, mais aucun son ne sortit. Il détourna les yeux, comme un enfant pris en faute. Adèle était droite, forte, inébranlable. « Tu vois, Lionel, ce n'est pas moi que tu as perdu, c'est toi-même. » Elle se leva, glissa quelques billets sur la table pour le thé, et sans un regard en arrière, quitta le café. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Le soleil perçait doucement entre les nuages, comme une promesse de renaissance. Quelques mois plus tard, Adèle se tenait debout sur la scène d'un grand auditorium. Une salle remplie de jeunes femmes, de survivantes, d'entrepreneurs, d'étudiantes venues écouter une voix qui avait osé briser le silence. Son entreprise de cosmétiques naturels avait explosé. Non pas grâce à la pitié du public, mais grâce à la force de son parcours. Son histoire avait inspiré des milliers de personnes à croire de nouveau, à ne plus se taire, à se relever. Adèle prit le micro. Son regard balaya la salle. Puis elle parla, avec douceur et assurance. Pendant longtemps, j'ai cru que me taire me protégeait. J'ai cru qu'en minimisant la douleur, en cachant les cicatrices, je pourrais garder la paix. Mais le silence ne protège jamais. Il enferme, il ronge, il tue à petit feu. Elle marqua une pause. L'émotion flottait dans la salle. Je ne suis pas parfaite, j'ai douté, j'ai eu peur, j'ai voulu fuir. Mais un jour, j'ai décidé que plus jamais je ne laisserais quelqu'un d'autre écrire mon histoire à ma place. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Dans le public, certaines pleuraient. D'autres souriaient avec fierté. Et à cet instant précis, Adèle comprit que sa douleur n'avait pas été vaine. Elle était devenue un message, un écho, une lumière pour celles qui marchaient encore dans l'ombre. Chers abonnés, si vous avez traversé des tempêtes, si vous avez connu la peur, la honte ou le doute, souvenez-vous de ceci. Votre voix du pouvoir. Votre histoire peut sauver. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous ne méritez pas la lumière. Relevez-vous et marchez, même si c'est lentement. Mais marchez.